très belle cérémonie. On en ressort avec plein d'énergie parce qu'il y a des jeunes qui montent des boîtes, qui réussissent. Et tout ça, ça forme une grande famille à travers les siècles. Je voudrais dédier cette soirée un peu aux jeunes ingénieurs, aux jeunes des grandes écoles qui représentent bien, qui font rayonner la France à l'international. L'humanité a toujours utilisé les plantes d'abord pour leur nourriture, mais aussi effectivement pour les arômes, pour les parfums, pour les médicaments et pour toutes sortes d'autres objets. Mais les plantes ont une productivité limitée et vous avez réussi à multiplier la productivité des plantes par un facteur 100 ou quelque chose d'analogue. Les végétaux produisent une diversité chimique considérable et Frédéric m'a toujours dit on connaît que la moitié des végétaux sur Terre, donc il y a un potentiel énorme de découverte à faire et encore plus sur les molécules végétales. Et nous, on s'intéresse aux molécules qui ont une forte activité en biologie, soit sur la peau pour la cosmétique, faire des anti-âges, et puis aussi sur la pharma. On ne tue pas les plantes, on fait une extraction ex vivo, on doit être les seuls au monde à faire une extraction ex vivo. On a dans la nature des biopesticides qui sont absolument remarquables, mais simplement qu'il faut qu'on apprenne à domestiquer, à s'inspirer pour aller vers de nouvelles solutions, par exemple en agriculture aussi. Sa mode existe depuis très longtemps, 1927, puisque la société a été créée par l'arrière-grand-père d'Emmanuel. En fait, sa mode est l'inventeur du tube fluorescent hermétique, qui est vraiment spécialisé pour les milieux difficiles, c'est-à-dire les usines, les raffineries, tout ce qui était industrie. Cette relation particulière qui s'est nouée avec des architectes nous a permis en fait d'offrir à ce nouveau monde, à cette nouvelle clientèle, ce qu'on faisait déjà de façon naturelle avec tous nos clients industriels depuis 40 ans, à savoir mettre à leur disposition notre savoir-faire, notre expertise et notre ingénierie. Et ensuite, les années 2010 ou 2005-2010, là, ça a été une véritable structuration des activités architecturales aux côtés des activités industrielles historiques. Au fur et à mesure des années, je me dis qu'un industriel sans designer est borgne, et puis un designer sans industriel est manchot. Donc cette rencontre, elle est importante parce qu'elle ouvre des perspectives, et cette confrontation, cette friction est très importante. Qui aurait pensé il y a quelque temps qu'on pouvait faire 21 millions de chiffre d'affaires en vendant du slip? Pour grandir, il faut se démarquer. Et pour se démarquer, il faut faire original. On fait bosser 100 personnes en direct chez nous, 200 personnes auprès de 42 usines un peu partout en France. Et vous le savez, tous ici dans cette salle, le textile français, c'est pas une histoire simple. C'était 450 000 emplois dans les années 90, c'est 60 000 emplois aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'être en fait une marque française par rapport à une Made in Germany, Made in USA? Et donc il y a un rapport qui a été fait par un comité d'experts qui est franchement très bien fait en termes de plateforme de marque, et moi je suis très sensible à ça. Il nomme les 3 valeurs, les 3 actifs clés de la marque France, qui sont 1, l'amour des gestes et les savoir-faire, et je pense qu'on sera tous d'accord ici. 2, la capacité à penser et à initier. Évidemment, on est assez chauvin, on pense qu'on a de bonnes idées. Et la 3e, c'est l'art de la surprise. Et moi, je trouve que ces 3 valeurs sont déjà très jolies, et ensuite, on essaie de les mettre en application tous les jours dans le slip, ce qui n'est pas peu de choses. C'est un mot porte-magique et porte-bonheur, et on essaie de faire ça avec beaucoup de joie de vivre. Le comité des arts mécaniques est fier de vous présenter la société Enogia, qui œuvre en même temps pour la mécanique et a une forte action dans le domaine social. Lors du démarrage de la société Enogia, on s'est penché sur une problématique qui est globale, la problématique de la valorisation de la chaleur perdue. Aujourd'hui, quasiment la moitié de l'énergie utilisée dans le monde est rejetée dans l'environnement. Et donc, on a développé cette technologie qui permet de convertir cette chaleur perdue en électricité. Quand on veut faire de l'innovation, on pense qu'en fait, c'est pas quelque chose qui peut juste simplement se décréter. On peut pas juste dire, bon allez, on innove. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit cultiver, c'est un état d'esprit. Et on a mis en place une culture dans l'entreprise où chacun est très autonome et très responsable, et on laisse beaucoup de marge de manœuvre à tout le monde.
Donc à 22 ans, Stanislas, tu avais monté déjà un fonds avec 2 copains et à 27 ans, tu récidives et tu lances Doctolib avec trois amis également. Moi j'ai créé cette boîte fin 2013 avec 2 projets. Le premier c'est que je me suis donné 15 ans pour participer à l'amélioration du système de santé. Il y a des problèmes majeurs que vous connaissez comme moi sur l'accès aux soins, sur l'information médicale, sur les cabinets, les hôpitaux qui sont isolés, fragmentés. Pourtant, la santé, c'est l'un des biens les plus importants. La deuxième mission, qui est l'une des raisons pour lesquelles je suis ici ce soir, je pense, c'est d'essayer de construire une des plus belles sociétés dans lesquelles il fait bon vivre. C'est une pionnière. Alors c'est important d'être pionnier parce qu'on se rappelle toujours de celui qui fait la première chose. Fanny a réussi à se faire une place puisqu'elle a été la première à lancer un fonds de private equity à usage, enfin à impact social et environnemental. Oui, alors vous l'aurez compris, j'ai effectivement voulu, à l'approche de la quarantaine, trouver un moyen de faire en sorte que l'économie, les capitaux, l'investissement qui était devenu mon métier, puisse être mis au service de l'intérêt général dans sa double dimension sociale et environnementale. Nous investissons dans des entreprises françaises qui ont atteint une certaine taille, qui ont un business model validé, un portefeuille de clients diversifié. Aujourd'hui, nous avons investi dans 12 entreprises. Nous sommes en train de lever notre deuxième fonds, 12 entreprises qui ont un impact remarquable puisqu'elles ont créé en 2018 plus de 700 emplois, c'est considérable. Deux d'entre elles ont permis d'économiser plus de 400 000 tonnes de CO2. C'est l'équivalent des émissions d'une ville de 85 000 habitants. La décision de remettre un prix à Pool House, ça n'a pas été sans soulever beaucoup d'enthousiasme dans notre comité. Tout d'abord, effectivement, le fait de donner sa chance à des poules retraitées de poursuivre leur vie et de continuer à pondre. Deuxièmement, effectivement, soutenir une filière éthique, et vous avez déjà vendu plus d'1,5 million d'œufs depuis 1 an et demi. On est sélectionné ce soir pour le potentiel du projet, on est encore jeune, on a 2 ans, mais on est en train de montrer que les consommateurs aujourd'hui ont la sensibilité à la cause animale et sont en attente de solutions nouvelles. Donc la difficulté dans ce projet, c'est de faire accepter un prix différent. On est sur 1 € l'œuf pour notre boîte bio actuellement. Nos premières poules, elles atteignent 2 ans cette année. Et donc du coup, il n'y a pas d'études qui ont été faites sur ce que deviennent ces poules, comment se comporte la ponte, etc. Donc on va essayer de proposer un œuf éthique moins cher dès cette année pour le proposer au plus grand nombre. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui on parle de consommateur, mais comme tout à l'heure on disait consommateur également, car c'est lui quand il achète finalement qui finance la fin de vie des poules. Donc ensemble on pourra sauver les poules. Nouvelles technologies, énergie renouvelable, développement durable, une forte évolution, une croissance de la société et beaucoup d'exportations. J'ai eu la chance de faire une école d'ingénieur à La Rochelle dans les systèmes industriels. Et je me suis rendu compte, en voyageant beaucoup en Afrique et puis après en Asie du Sud-Est et en Inde, qu'il y avait une des d'énormes disparités dans notre bas monde et qu'il y a encore aujourd'hui 2 milliards de gens qui vivent sans énergie et sans éclairage. Du coup, j'ai créé la boîte en Inde. On a été très vite de beaux succès parce qu'évidemment, avec une population énorme qui vit sans éclairage, nos premiers concepts avec un petit peu de design, un peu d'intelligence, ont vite trouvé leur marché. Et du coup, j'ai rapatrié la société en France pour lancer un projet de R&D pour faire là les meilleurs lampadaires solaires du monde. Nos clients, ce sont des distributeurs, des intégrateurs, des installateurs, des Vinci, Engie, Schneider, Thales, parfois.